Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Lorraine Palardy qui vient nous parler des 25 ans des impatients. Plus tard à l'émission, à l'Espresso et à l'Espresso allongé, le sujet sera les citations célèbres sur la médecine. En début de deuxième demi, notre invité est Jolt Laviolette qui vient nous parler du P-Rap. Alors tout ça dans le menu de Folie douce de cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Notre route de Dalton Telegram. Bienvenue à Folie douce. Depuis maintenant 25 ans, Folie douce démystifie les problématiques de santé mentale. J'accueille maintenant mon invité qui est Mme Lorraine Palardy. Bonjour Mme Palardy. Bonjour. Bonjour, alors bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes fondatrice de l'organisme Les Impatients. C'est un organisme qui fait parler beaucoup de lui, qui fête ses 25 ans. Comme nous, en fait, on a 25 ans, nous aussi, à l'émission. Alors, on a un peu démarré en même temps, mais d'une façon un peu différente. J'aimerais ça d'abord que vous me fassiez peut-être un historique de la fondation de cet organisme-là qui remonte quand même à un quart de siècle. Absolument. Ça me fait plaisir d'être avec vous, premièrement. La Fondation existe depuis 25 ans. Elle a démarré dans un sous-sol à Montréal-Est suite à une initiative de la Fondation québécoise des maladies mentales qui avait, au moment, il y a 25 ans, organisé un événement bénéfice. Et avec les patients de l'hôpital Louis-H. Lafontaine, ce projet-là qui a duré 10 jours a vraiment fait mouche puisque les patients attendaient après les 10 jours dans le corridor pour que la porte s'ouvre encore. Et on a donc décidé, et moi, comme présidente de l'Association des galeries d'art contemporain de Montréal, à ce moment-là, on a décidé de continuer et de faire en sorte que l'atelier continue. Et ce projet-là est allé d'année en année pendant 2 ans sous l'aile de la Fondation des maladies mentales et après, force oblige, on est obligé de voler nos propres ailes. La Fondation est née et est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, donc une fondation avec maintenant plus de 7 lieux à Montréal et au Québec où il y a des impatients. C'est un gros organisme maintenant qui, j'espère, rend encore de bien bons services. Oui, à l'époque, donc, pourquoi on a fait appel à vous? Est-ce que vous étiez art-thérapeute? Puisque c'est une activité d'art-thérapie, c'est ça? Non, c'est vraiment tout à fait par hasard. J'étais, comme je vous disais tantôt, présidente de l'Association des galeries d'art contemporain et le projet organisé par la Fondation des maladies mentales était organisé aussi par cette association-là. Et j'ai succédé à John Daniel, qui était à l'époque le président, et j'ai succédé au moment que l'événement a eu lieu. Donc, j'ai été initiée dans un dossier qui vraiment, pour moi, était complètement en dehors de mes compétences et de mes champs de connaissances. Et j'avais été comme bien privilégiée dans la vie. Je connaissais pas ce que c'était non plus la maladie mentale. Donc, j'ai tombé dans cet atelier-là quand j'ai vu les patients qu'on appelle maintenant dessiner, avoir ce rapport-là avec la création. J'étais comme dans l'eau bénie. J'avais l'impression d'être dans la potion magique. Oui. Alors, je pense que ma carrière, je pensais vraiment pas, terminer ma carrière comme directrice d'une fondation. Oui, et c'est ça, si on explique un petit peu, dans le fond, ça a évolué beaucoup, les activités, mais ça reste toujours autour de l'art, parce que l'art fait du bien à notre santé mentale, parce qu'on parle de santé mentale ici. Absolument. Donc, on parle de santé mentale parce que c'est tout le projet des impatients est centré sur des activités artistiques. Donc, on parle de danse, on parle de chorale, bientôt, j'espère, on parle de musique, on parle de dessin, de peinture, on parle de toute bande dessinée, on touche à peu près tous les champs d'action dans le domaine des arts. Et pour nous,
c'était une des difficultés du départ, c'est-à-dire faire que ce type d'activité-là. Donc, c'était pas évident d'offrir ça, surtout à l'époque dans un demi-sous-sol à Montréal-Est, où la clientèle quand même était une clientèle captive qui sortait de l'hôpital suite à la désinstitutionnalisation. Oui, et justement, vous avez fait évoluer en fait la cause par vos actions et tout ça. Je sais que vous êtes, on m'a souvent donné des bons commentaires sur, vous êtes une grande vendeuse apparemment. Vous avez été capable d'aller chercher des fonds et de convaincre des compagnies justement de vous appuyer. Avez-vous, à travers ces 25 années-là, l'impression aussi que vous avez pu vendre un peu la meilleure perception de la santé mentale au public? Écoutez, c'est drôle, c'est la première fois qu'on me présente sous cet angle-là, mais je pense que vous avez raison, faut être une bonne vendeuse parce que premièrement, financièrement, c'est un projet donc qui n'était pas financé à la base par le ministère de la Santé à cause du côté trop pointu de nos activités. Du côté des arts, on nous disait justement d'aller du côté de la santé. Du côté de la santé, on nous disait d'aller du côté des arts. Donc, on a toujours été un peu assis entre deux chaises sur le plan des subventions. Mais il fallait vendre le projet. Et je pense que, je parle en mon nom personnel, mais vous savez, c'est une équipe qui est toujours, les succès, ça se fait jamais tout seul. Alors, c'est toute une équipe qui a cru avec moi et qui ont fait en sorte qu'on a réussi à vendre ce projet-là et à faire en sorte que aujourd'hui c'est reconnu, il y a des recherches qui se font, l'idée est propagée un peu partout. On sait que par exemple les grands ballets vont faire maintenant de l'art avec les patients, avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. On le sait de façon officielle. On le savait, je dirais intuitivement il y a 25 ans. Oui, et justement. Vous avez raison. Oui. Est-ce que je suis une bonne vendeuse? C'est encore difficile à dire, c'est encore difficile à financer parce qu'on est toujours en train d'avoir besoin d'argent, mais en même temps, je pense que c'est un succès. Et plus ça va, plus les services sont là, plus il y a des demandes. Donc finalement, comme vous dites, c'est un défi toujours parce qu'on peut pas s'asseoir et dire on a atteint notre financement. Ça évolue toujours et il y a toujours des besoins. Il peut y avoir aussi des subventions qui tombent. Donc il faut toujours prévenir un peu, se garder toujours une marge là, puis. C'est sûr, vous le savez sûrement avec votre projet qui a aussi 25 ans, comment des années, peut-être on a une bonne année puis ce qui est suivi de deux années maigres, là. Oui. Une vache grasse puis des vaches maigres. Donc, il faut vivre avec cette notion-là et il faut pas désespérer, il faut y croire, il faut vraiment toujours avancer, il faut innover beaucoup. Je pense que la Fondation, c'est vraiment peut-être distingué beaucoup par ses projets. Vous connaissez sûrement, parce que je suis allée chez vous souvent présenter le coffret 1000 mots d'amour, par exemple. Oui, c'est ça, à chaque année, c'est ça. Surtout, et on a fait 9 éditions du coffret 1000 mots d'amour cette année. C'est Le bonheur, c'est quand c'est l'heure, qui est notre dernier ouvrage, le dernier bébé de la Fondation. Et on est très fiers de cette dynamique-là parce que ça met toujours les impatients au cœur même de nos activités. Et ça, c'est ça qu'on y tient beaucoup et c'est ce que j'espère aussi que j'ai réussi que toute l'équipe, on a réussi à vendre, c'est de vendre l'idée que des impatients, c'est des gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires. Oui, et pour les 25 ans, donc, vous avez une façon de souligner les 25 ans des impatients de cet organisme. Donc, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus, ce qui se passe cette année? Écoutez, c'est une grande invitation qu'on lance. Se tient cette année l'exposition par le mois d'amour au Musée d'art contemporain. L'entrée est gratuite. Venez nous visiter. C'est ouvert la fin de semaine. C'est ouvert le soir, le jeudi soir, le vendredi soir. Alors, pour tous les gens, venez nous voir. C'est une magnifique exposition où vous pouvez acheter une œuvre. En tout cas, les œuvres, le prix de départ, c'est 50 $ si vous êtes chanceux. Sinon, il y a des œuvres extraordinaires cette année. On a eu une collaboration des artistes vraiment, vraiment fantastique. Et de tous les genres, là, ça peut être de la sculpture, ça peut être des absolument, il y a de tout. Il y a des œuvres sur papier, il y a de la sculpture, il y a des toiles immenses, puisqu'on a des dons aussi de collectionneurs il y a un volet de dons de collectionneurs. Donc, il y a vraiment, il y en a je dirais, pour tous les bons goûts, oui. Et il y en a aussi pour tous les prix. Qui achète les œuvres? Souvent, on se dit, ça peut être des œuvres qui sortent de l'ordinaire, justement. Est-ce que, en général, ce sont des connaisseurs d'art ou est-ce qu'il y a un profil type d'acheteur? Écoutez, je suis
très fière de voir que, personnellement, moi, je suis encore à la Fondation active, mais beaucoup moins puisque c'est mon fils Frédéric Palardy qui a pris la relève et qui est dans la jeune quarantaine. Donc, heureusement, il y a une relève. Alors, il y a des jeunes de l'âge justement de mon fils, des jeunes professionnels qui vraiment maintenant s'intéressent à l'art. Et je pense que c'est peut-être ça qui est le plus encourageant. Parce que personnes, disons, qui avaient une collection avant sont maintenant retraités, donc ont pu, si ont l'argent, ils ont plus les maisons, donc ils collectionnent moins. Et il y a une relève. Il y a une relève chez les jeunes, il y a une relève d'intérêt, je dirais, et de connaissance de l'art aussi. On achète pour les bons motifs. On n'achète pas juste pour épater son voisin, même si des fois ça fait un job aussi, mais on achète parce qu'on veut avoir profité de la présence de l'art dans notre vie et ce qui est un bienfait pour tout le monde. Probablement que les acheteurs deviennent aussi un peu les démystificateurs de la santé mentale, parce que c'est certain que les gens qui voient cette œuvre-là accrochée sur un mur chez quelqu'un doivent se demander d'où ça vient, puis veut pas, ça engage le discours sur la santé mentale. Absolument. Je pense que tous les moyens sont bons. Je pense pour démystifier ce que c'est que la maladie mentale, parce que vous le savez, elle touche une personne sur 5 au Québec. C'est indirectement, on a tous dans notre entourage, dans notre famille, quelqu'un qui a été touché. Et la société est fragile, je pense, collectivement. Et quand on est capable d'en parler et qu'on est capable d'en parler ouvertement de cette fragilité-là, je pense que c'est un bienfait pour tout le monde. Et par le mois d'amour, en tout cas, un événement comme ça sert à ça définitivement. Vous êtes, comme vous le disiez, vous êtes la fondatrice, bien sûr, vous êtes moins dans les opérations au quotidien, mais les gens en général, juste pour nous rappeler comment ça fonctionne, les gens qui nous écoutent puis qui ont certaines problématiques de santé mentale, qui voudraient participer à vos activités, normalement, la façon de faire, c'est quoi? Écoutez, ils appellent à la Fondation. Ça nous prend une référence, écoutez, sur le plan, soit le médecin, travailleur social, une référence qu'on demande, mais qui n'est pas nécessairement une prescription. Il y en a quelques-uns qui viennent, puisqu'on n'est pas en traitement, on n'est pas en plan de soins, mais les gens viennent pour accéder à quelque chose qui va leur faire du bien définitivement. Alors, il y a des listes d'attente, mais je dirais que présentement, il y a sûrement de la place dans des ateliers, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous, aux impatients. Et les coordonnées pour vous joindre, parce que vous avez, je pense, un site web intéressant sur lequel on peut voir beaucoup de choses aussi. Oui, impatient.qc.ca, c'est facile. Oui. Alors, et vous pouvez nous rejoindre au 514-842-1043. Oui, il nous reste quelques secondes, Mme Palardy. Avez-vous une dernière, peut-être je sais pas, un souhait au niveau de la santé mentale? Je souhaiterais que, puisque tout le monde qui en souffre soit capable, à un moment donné, de vivre ça avec le plus de sérénité possible. Si ce n'est pas la guérison immédiatement, ce qui est difficile, mais d'acquérir une certaine sérénité et surtout de ne pas en avoir honte. Oui. Je pense que ça, c'est le souhait que je formulerai le plus possible. Oui, d'avoir le soutien de ses proches, ça, c'est excellent. Et aussi, naturellement, avec le soutien des proches, c'est certain, mais le fait d'être capable de l'assumer, de ne pas avoir honte de cette maladie-là, c'est beaucoup aussi. Oui, on va peut-être y arriver un jour. Merci beaucoup, Mme Lorraine Palardy. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment très généreux de votre part et bonne continuité, en fait, à la Fondation des impatients. Et longue vie à Folie Douce. Oui, pareillement. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Au revoir. C'est donc Mme Lorraine Palardy, fondatrice de l'organisme Les Impatients, qui fête cette année les 25 ans de cet organisme-là. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. C'est maintenant le moment de notre bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est quelque chose que tu nous ramènes, en fait, que pas cette façon-là exactement, mais c'est un peu une série, tu nous as présenté, les citations célèbres, et cette fois-ci, c'est sur la médecine. Oui, par les années passées, j'ai toujours amené des citations célèbres. Je trouve ça intéressant de savoir qu'est-ce que les grands penseurs ont dit au fil des siècles. Ça fait réfléchir. Parfois, c'est spirituel, d'autres fois, je suis pas toujours sûr. C'est quand même intéressant, tu vas voir. Et là, c'est la médecine en général? La médecine en général, oui. Alors, on peut commencer par Voltaire, qui était écrivain et philosophe. Il avait dit sur la médecine, l'art de la médecine
consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. À l'époque, la médication, c'était pas aussi bon. Changer les idées, finalement, c'est pas une mauvaise affaire. Ouais. Il y a Pierre Daninos, qui était artiste comique et écrivain. Il avait dit « Le baiser est en amour ce qu'est le thermomètre en médecine. Sans lui, on ne se rendrait jamais exactement compte de la gravité de son état. » Ouais. Il y a Renaud, c'est plus contemporain, qui est artiste et chanteur français. Il a dit « La médecine est une putain et son macro, c'est le pharmacien. » Ouais, il y en a eu beaucoup de besoins de médicaments pour combattre son alcoolisme aussi. Ah, peut-être. Il y a Hippocrate, qui était médecin et scientifique. Il a dit « Que ton aliment soit ta seule médecine. » Il y a Pierre Dac, qui était acteur, artiste et comique. Il avait dit « Le travail, c'est la santé, mais à quoi sert alors la médecine du travail? » Ouais. Il y a Jacques Ferron, artiste, dramaturge, écrivain et médecin aussi. Il avait dit « Un jour viendra où le principal avantage d'apprendre la médecine sera de se protéger contre les médecins. » Oui, c'est l'ancien chef fondateur du Parti Rhinocéros, là. Ah, tu vois, je l'ignorais. Oui, M. Ferron. Mais oui. on dirait que c'est jamais très, très flatteur pour les médecins et la médecine. À date, en tout cas, c'est ça. C'est plutôt... Oui. Il y a Voltaire, je reviens avec Voltaire. Il avait dit « L'art de la guerre est comme celui de la médecine, meurtrier et conjectural. » Oui, il y en a, c'est l'époque. Il faut se dire que les gens ne vivaient pas aussi à un âge avancé dans les siècles précédents. Ce que je me rends compte, c'est que la médecine de tous les temps a toujours eu un petit peu... On les a jamais tellement même aujourd'hui. Il y a des pièces de Molière aussi qui étaient très critiques de la médecine. Sur la médecine, effectivement. Oui, il y a Marcel Proust, écrivain et artiste. Il avait dit « La nature ne semble guère capable de donner que des maladies assez courtes, mais la médecine s'est annexée l'art de les prolonger. » Ouais. Souvent encore, c'est souvent le cas, par contre, parce qu'on dit souvent maintenant que les gens oui, leur vie est prolongée, mais à quel prix? Il y en a qui disent même, tiens-toi loin du médecin. Oui, puis des fois, ça... Il y a Groucho Marx, le fameux acteur et artiste. Il avait dit, le malade est plus reconnaissant à la médecine qui le guérit qu'au conseil qui le préserve. Il y a Philippe Bouvard, animateur journaliste, plus contemporain, oui. Il avait dit « Les incessants progrès de la chirurgie, de la médecine et de la pharmacie sont angoissants. De quoi mourra-t-on dans 20 ans? » Il y a Montesquieu, artiste, écrivain et philosophe. Il avait dit « Ce n'est pas les médecins qui nous manquent, c'est la médecine. » Ça, je t'avoue que je la comprends pas tellement. Il faudrait peut-être quelques médicaments médicinaux pour la comprendre mieux. Il y a Plutarque, là on remonte vraiment loin, qui était artiste, écrivain, moraliste et philosophe. Il avait dit « La médecine fait mourir plus longtemps. » Tu vois, il est décédé en l'an 125. Oui. Donc déjà là, on ne faisait pas confiance aux médecins. On ne dit pas son âge. Mais ça retouche un peu à ce que l'autre disait. Tu sais, la médecine fait mourir plus longtemps, dans le sens que ça prolonge la vie, mais en agonisant. Oui. Il y a Emmanuel Jaffelin, qui est né en 1963, est un philosophe et écrivain français contemporain. Il avait dit « La gentillesse est à la morale ce que la kinésithérapie est à la médecine. Un massage de l'âme est donc une manière de faire le bien par la douceur. » Ça, c'est bien. Ouais. C'est bien. C'est bien pour les kinésios, plus que pour les médecins. Il y a Alphonse Allais, artiste, comique, écrivain et journaliste. Il avait dit « La médecine n'est pas une affaire de science, c'est une affaire de veine. » V-E-I-N-E. De chance, oui. La veine. Oui, ça fait penser aux injections aussi dans les veines. Aussi, oui. Il y a Lucien Israël, psychiatre et psychanalyste français. Il avait dit « La médecine est une science des pannes, celle de l'organisme humain. Mais si le médecin est un dépanneur, rien de plus, rien de moins, il est le dépanneur d'une machine dont il ne possède pas les plans. » Ouais. Ça dépend encore de l'époque, ça a beaucoup changé. Oui, il est décédé en 1905. Émile Deschamps, poète français du 19e siècle, il avait dit « La médecine, c'est un art qu'on exerce en attendant qu'on le découvre. »
faut aussi dire qu'ils peuvent susciter la jalousie parce que quand même, c'est des notables. Puis ils devaient même à l'époque gagner le plus d'argent. Plus d'argent que la population. Fait, ça a toujours été un petit peu de la jalousie. un mal Oui. nécessaire sans faire de jeu C'est la de même mots, chose là. qu'on pourrait dire pour les avocats et les notaires Ouais. parce que c'est les gens qui gagnaient quand même le plus dans un village ou une petite ville. Là. Ouais. Donc, C'est les possible, ouais. railleries puis les moqueries Oui, peut-être oui. pouvaient arriver, ouais. Il y a M. Antonin Artaud, acteur, artiste et dessinateur, décédé en 1948. Il avait dit « La médecine est née du mal, si elle n'est pas née de la maladie, et si elle a au contraire provoqué et créé de toutes pièces le malade pour se donner une raison d'être. » Il y a Éric Fromm, homme politique et humaniste. Il avait dit « Si nous voulons apprendre comment aimer, nous devons procéder de la même manière que pour apprendre n'importe quel autre art, à savoir la musique, la peinture, la charpenterie ou l'art de la médecine ou de la mécanique. » Gabriel Garcia Marquez, il était artiste et écrivain. Il est décédé récemment. Il avait dit « Il n'y a de médecine qui guérisse ce que ne guérit pas le bonheur. » C'est intéressant. Oui. Mais comment trouver le bonheur si tu es toujours malade? Je pense qu'on va poursuivre de toute façon, Pierre, Oui. plus tard à l'Espresso allongé. C'est intéressant, toujours donc des citations célèbres sur la médecine. C'est un sujet que tu n'avais pas abordé, mais c'est toujours, ça nous amène à une certaine réflexion qui est toujours intéressante. Merci beaucoup. On poursuit donc à Folie douce, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, nous accueillons Jolt Laviolette qui vient nous donner des nouvelles du P-Rap. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet des citations célèbres sur la médecine. Vous entendrez aussi en chanson Karim et le loup de Karim Ouellet et Je m'y attendais pas de Cléa Vincent. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis maintenant 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. C'est avec plaisir que j'accueille mon invité qui est Jolt Laviolette. Alors, bienvenue à l'émission Folie douce. Bonjour Yvan. Bonjour et bienvenue. Enchanté d'être ici. Oui, ben, on est content que tu sois là. Tu es stagiaire de recherche, en fait, pour le PIRAP. C'est un organisme dont on a déjà parlé, qui veut dire, en fait, Programme international de recherche action participative, l'acronyme PIRAP. Donc, peux-tu d'abord, on va parler d'un module de formation qui est bien, bien intéressant, qui va avoir lieu à l'automne 2017. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous redéfinisses ce que c'est le PIRAP. Okay. Tu y agis comme stagiaire, là. Ben, le PIRAP, c'est, sans trop faire dans l'avantardise, c'est un haut lieu du savoir. Parce que ça fait en sorte... Le PIRAP, c'est un lieu convivial où des usagers en santé mentale ont la chance de développer des aptitudes socio-professionnelles en faisant valoir leur savoir expérientiel. Et ça, oui... dans le but de s'améliorer eux-mêmes. De s'améliorer eux-mêmes, mais aussi d'être porteur d'espoir pour les autres usagers qui souffrent et qui voient pas la lumière au bout du tunnel, qui se disent, ben moi, j'ai
J'ai aucune utilité sociale. Ouais. Donc, c'est une façon de renseigner les gens de façon à ce que les personnes, les usagers, puissent accéder à la pleine citoyenneté pour leur donnant l'occasion d'avoir une place au soleil au même titre que n'importe quel citoyen. Ouais. Donc, Mais physiquement, est-ce que c'est un lieu de rencontre? Comment on pourrait dire ça? c'est Est-ce que vous vous oui, rencontrez? Ouais. en fait, le PIRAP tient lieu au pavillon 218 à l'Institut universitaire en santé mentale. Ouais. Là où ce qu'on appelle le laboratoire de recherche 218, Ouais. qui est en fait un laboratoire de recherche en psychiatrie sociale. Ouais. On appelle ça comme ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est très simple, c'est que c'est le principe du par pour le pour. C'est-à-dire le par et le pour, c'est-à-dire par des usagers à l'intention d'autres usagers. Des gens qui ont vécu des problèmes de santé mentale, qui ont une vie relativement bien, mais qui ont du vécu, en fait. Puis, Exactement. donc, qui s'impliquent. Puis à ce moment-là, ça peut aider d'autres personnes qui ont ça. besoin d'aide, qui peuvent être en moins bon état. Ça leur insuffle beaucoup d'espoir. Ouais. C'est une organisation qui existe quand même depuis plusieurs années. Oui, effectivement. Ben, ça fait pas si longtemps que ça quand on y pense. Ouais. Des fois, je crois que ça a été inauguré en 2011. OK, c'est quand même assez Donc, récent. c'était quand même assez récent. Ouais. Mais toi, tu t'es joint donc à ce programme-là? Là? Moi, je travaille au PIRAP depuis le 1er avril 2016 OK, ouais. à titre de participant au programme Passe Action, programme OK. d'aide et d'accompagnement social qui est parrainé par Emploi Québec. Et puis, écoute, on a une équipe formidable, puis on fait des belles choses. Des projets qui sortent de l'ordinaire un peu aussi, hein, un peu innovateurs. Exactement. Ouais. Puis en plus, c'est que ça nous permet de mettre à profit nos expériences socio-professionnelles. Par exemple, quand on couvre des événements, des conférences, des colloques, des séminaires, tout ça, puis on en fait le compte-rendu dans un bulletin informatisé qui paraît une fois par mois. Ouais. Donc, dans le site pirap.org. On peut s'abonner ou on peut aller lire ce qui se passe. Ouais. Puis, c'est gratuit, j'imagine, pour les gens qui sont intéressés à c'est en savoir gratuit. plus. Ouais. C'est une plateforme qui donne accès à un service informatif. C'est gratuit. C'est un peu comme une publication, un mensuel, en fait, où il y a différents articles, c'est ça? C'est ça. Évidemment, on est spécialisé en santé mentale. C'est sûr. Donc, on est un peu à l'avant-garde, je dirais, des pratiques qui ont lieu là, dans le domaine de la santé mentale au Québec. Ouais. Et puis, il faut dire que Jean-François Pelletier, qui est le gourou, le cerveau du PIRAP. Qu'on connaît bien. Depuis longtemps. Ouais. Qui a obtenu plusieurs mentions honorifiques pour ses articles. C'est un politicologue chevronné, c'est un politicologue de formation. Il a obtenu son doctorat à l'Université de Yale. Et puis, il s'est fait allier, en fait, de connivence avec Mme Julie Bordelot, père aidante. Ils ont fondé cet organisme-là, le PIRAP. Le PIRAP. Ouais. Et je peux vous dire que depuis son inauguration, le PIRAP n'a cessé d'augmenter dans les cotes. Dans l'intérêt des gens. Dans l'intérêt des gens. Mm-hmm. Et est-ce que tu peux, justement, parce qu'on parlait en début d'entretien, on parlait d'un nouveau programme qui est assez innovateur, un programme de formation, en fait, puis je trouvais ça intéressant. C'est un programme qui va se développer au courant de l'automne 2017, très prochainement, à l'Université de Montréal. Est-ce que tu peux nous en parler, Jean? Oui, bien en fait, il s'agit, Jean-François a mis sur pied un module d'enseignement qui s'appelle le module de formation de mentor de rétablissement en santé mentale. Oui. Alors, ça, c'est une première mondiale parce que c'est la première fois que des professionnels de la santé vont être jumelés avec des usagers dans le cadre d'une formation en médecine à l'Université de Montréal. La formule, c'est simple. C'est que, dans le cadre d'un cours, la moitié du cours va être consacrée à un exposé théorique magistral fait par le professionnel de la santé, un psychiatre, par exemple. Qui joue le rôle de professeur à ce moment-là auprès des étudiants. Ouais. Et puis, le patient partenaire, si on veut, ou l'usager en santé mentale, lui, va
va pouvoir contribuer à l'éducation des étudiants en médecine pendant l'autre partie du cours. Sous forme la forme d'interaction avec les étudiants. Ouais. Puis ça permet, premièrement, ça permet aux usagers de vivre une expérience très enrichissante humainement, que ce soit professionnellement parlant, etc. Puis évidemment, ça permet aussi de débabaliser aussi toute la sphère de la santé mentale, la psychiatrie, tout ça. Parce qu'évidemment, les étudiants en médecine, ça leur donne la chance de côtoyer, de fréquenter des gens finalement qui ont les mêmes besoins physiologiques, qui n'ont pas eu leur chance, qui ont développé une maladie pour toutes sortes de raisons. Et qui ont peut-être les étudiants ont peut-être intérêt à mieux connaître la réalité. Peut-être tout le monde n'est pas au fait justement de ce qui se passe au niveau de la santé mentale. Même, on en parle ici sur les ondes depuis plusieurs années, mais les gens souvent ont de la misère à comprendre ce que c'est vraiment des problèmes de santé mentale au quotidien. Hein. Bien, effectivement, c'est tout un défi, hein, parce que c'est pas facile pour de nombreuses personnes qui vivent avec une problématique, gérer au quotidien leur maladie. Tout ça dans l'optique d'un rétablissement. Puis finalement, c'est que le PIRAP préconise l'approche... comment je pourrais dire ça? Va favoriser le développement du plein rétablissement. Ouais. La notion de plein rétablissement, pas au détriment, mais plutôt que pour contrer un peu l'approche axiomatique de la psychiatrie qui finalement va axer ses efforts sur la guérison symptomatique ou symptomatologique. Qu'est-ce qui fait, Joël, qu'au PIRAP, il y a une approche, qu'est-ce qui différencie? Tu sais, il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs organismes qui existent, il y a plusieurs associations. Pourquoi le PIRAP est différent? Ben, tu nous as déjà donné quelques exemples, mais dans ton cas, mettons, qu'est-ce que tu as pu voir ayant aussi fréquenté d'autres organismes avant? Qu'est-ce que ça t'apporte que tu n'avais pas eu avant, peut-être? Ben, en fait, moi, j'ai quand même œuvré 3 années, j'ai consacré 3 années de ma vie comme journaliste pour la revue Mentalité. Oui, dans un autre organisme. Dans un autre organisme, Mentalité qui était parrainé par Maison L'Échelon. Oui. Centre de jour réputé à Montréal, au Québec même. Et puis, c'est dans cette continuité-là que j'applique au PIRAP, puis Jean-François, Julie, tout ça, ça se fait écoute, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai été admis au sein de l'organisme comme ça, brûle pour point, sans avoir à passer d'examen d'observation ou quoi que ce soit. Puis, écoutez, moi, j'ai essayé de valoriser le plus possible mes employeurs parce que je crois que je fais du bon travail. Puis, je pense que mes supérieurs en sont conscients et apprécient tout ce que je fais pour le PIRAP. Je le fais pour moi, je le fais pour les autres. Je le fais pour valoriser mes employeurs. Finalement, dans le meilleur des mondes, ça n'y en a rien qu'un, donc il faut que ça soit le meilleur. Oui. Mais donc ça suivait un peu ton évolution. Tu étais rendu là, en fait. J'étais rendu là dans ma vie. Moi, j'ai eu un parcours de vie assez difficile. Oui. Mais je suis sur la voie du plein rétablissement. C'est-à-dire, je suis en train d'accéder à l'exercice de la pleine citoyenneté. Ce qui veut dire l'exercice de tous mes droits, dans le respect de toutes mes obligations. Les droits, ça vient avec, les obligations viennent, effectivement. Exactement, que tous les autres citoyens ont, finalement. Oui. Et, ça va avoir un toit, être capable de travailler, être capable de prendre des décisions. La reprise du pouvoir d'agir. Oui. D'agir sur sa vie, d'agir, c'est ça, dans ce qu'on veut faire. Oui, et puis je dirais que... Donc ça t'aide à t'épanouir plus, si on peut dire. Absolument. C'est ça? Il reste quelques instants, quelques minutes encore, Joël. Je voudrais en profiter pour voir si, parce que Julie nous avait parlé, la cofondatrice de cette organisation-là, du PIRAP, nous avait déjà dit qu'elle est toujours à la recherche de gens pour s'impliquer au niveau du PIRAP. Il y a des programmes qui existent, il y a des activités, il y a des choses comme ça. Oui. Donc, je pense que c'est toujours le cas. Là. On fait un appel à tous un peu. Exactement. De toute façon, moi, à titre de porte-parole, je me permets
peut-être que je vais me faire taper sur les doigts parce que c'est pas à moi de le faire, mais c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de participants. Par exemple, parce qu'on peut parler de programme Passe-Action. Il y a les personnes qui ont un contrat d'intégration au travail, tout ça. Donc, on est toujours à la recherche de membres en règle. Et puis, Et pour normalement, la bonne façon de faire, c'est carrément de vous contacter. J'imagine que toi, tu es à la recherche, donc il y a quand les gens veulent en savoir plus sur le PIRAP. C'est pas mon rôle, mais pour toute information, vous pouvez me contacter à l'Institut universel en santé mentale au 514-251-4000, poste 3557. Les gens qui veulent en savoir plus sur ce que tu as dit dans l'entretien. Contactez-moi, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Puis je vais juste dire une chose, peut-être avant de finir, c'est que ce qui est le fun, c'est la dynamique de groupe qui règne au PIRAP. Parce que, en passant, le PIRAP a changé de nom. Ça s'appelle maintenant l'Association des mentors et partenaires de rétablissement. OK. Mais ça, comme je disais, c'est que... Il y a une belle ambiance, ça, c'est ça? C'est une belle ambiance. Puis, c'est que on est ouvert à toutes les tendances. On respecte la différence. Puis on essaie de canaliser nos forces, nos individuelles et collectives pour rencontrer la mission du PIRAP, qui est tout simplement d'aider les gens qui souffrent à sortir de leur torpitude puis à avoir une place au soleil. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle aussi le site internet pirap.org, pirap.org. Donc, le téléphone 251-4000 dans le 514 au poste 3557. Merci beaucoup, Joël, d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait un réel plaisir. Merci et bonne continuité. Oui, bien sûr. À bientôt. À bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet débuté plus tôt. C'est toujours intéressant. Les citations célèbres sur la médecine, cette fois-ci, avec Pierre et Ghislain. Oui, les citations des grosses têtes. De plusieurs. Il faut aussi dire qu'il y a quelques-uns de ces citations-là, le personnage est aussi médecin. Oui, quelquefois, c'est médecin, des fois, c'est des artistes ou des gens qui ont réfléchi sur la médecine. Hein. Oui. Alors, je continue avec Louis Scutener, artiste et écrivain et poète. Il a dit « La médecine a fait depuis un siècle des progrès sans répit, inventant par milliers des maladies nouvelles. » On appelle ça le DSM. Le DSM-5, c'est un peu ça, effectivement. Ouais. Il y a M. Oliver Wendell Holmes, artiste, écrivain, essayiste et médecin lui-même, décédé en 1894. Il avait dit « Si nous envoyions au fond de la mer toute la médecine que nous utilisons, ce serait tant mieux pour nous et tant pis pour les poissons. » Il y a M. Massimo Bottempelli, romancier, poète et auteur dramatique italien. Il avait dit « La médecine est une opinion. » Oui, mais quand il donne les bons antibiotiques, c'est pas une opinion. Il a trouvé. Oui. Il y a Jean-Paul Escande, un médecin français. Il avait dit « La médecine est inscrite dans les circuits de consommation. » Il y a Léon Brunswick, philosophe français décédé en 1944. Il avait dit « Si l'on tient à sa santé, lire un dictionnaire de médecine, on s'estimera heureux si l'on peut réussir à ne mourir que d'une seule maladie à la fois. » Jean-Paul Escande, médecin français, il avait dit « Après avoir appris la médecine sans malade, comment voulez-vous qu'ensuite on ait envie de les soigner? » Oui, c'est vrai qu'il y a certains patients qui peuvent être très désagréables dans un cabinet. Il y a Alfred Capu, artiste, dramaturge, écrivain, décédé en 1922. Il avait dit « Soyons optimistes. La médecine a découvert beaucoup plus de remèdes qu'il n'y a de mots. » Tu vois, déjà dans le passé, là, oui, c'est ça. En bon québécois, on trustait plus en fait, ou moins les médecins. On a toujours un peu, on veut se faire aider par les médecins, mais en même temps, il y a toujours une petite, quelque chose. Hein. Heureusement que tu n'as pas des citations sur les dentistes, parce qu'ils sont encore moins populaires qu'un médecin. Là. Oui, Marcel Proust, il avait dit « Pour que les choses paraissent nouvelles, si elles sont anciennes, et même si elles sont nouvelles, il faut en art, comme en médecine, comme en mondanité, des noms nouveaux. »
Oui, c'est toujours bon de changer la terminologie. Ça paraît toujours plus brillant, même si ça l'est pas. Le marketing est dans tout, finalement. Des fois, je me demande où ils vont trouver ces noms-là, tu sais, les nouveaux médicaments. Jules de Goncourt, un écrivain français, fondateur de l'Académie, qui porte le même nom, l'Académie Goncourt, il avait dit « Il me semble voir dans une pharmacie homéopathique le protestantisme de la médecine. » Il y a Pierre Chauderlos de Laclos, excusez ma mauvaise prononciation, il est décédé en 1803. Il ne faut pas s'offusquer. Non, je ne penserais pas. Non. Il nous dit « Ne vous souvient-il plus que l'amour est, comme la médecine, seulement l'art d'aider la nature? » Oui. Tu as besoin d'un quand tu as de maladie vénérienne, par exemple. Mais c'est ça que c'est supposé d'être, la médecine, en réalité, c'est d'aider la nature humaine. C'est pas supposé de lui nuire, c'est supposé de l'aider. À la base, ça a un bon... Il y a Sébastien Roch, Nicolas de Chamfort, un artiste, écrivain, journaliste, décédé en 1794. Il avait dit « La philosophie ainsi que la médecine a beaucoup de drogues, très peu de bons remèdes et presque point de spécifiques. » Gérard Delage, avocat, journaliste, écrivain, entre autres, gastronome et humoriste, il avait dit « La meilleure médecine de l'homme, c'est le travail. » Il y a Aldous Huxley, artiste et écrivain américain décédé en 1963, auteur du fameux roman Le meilleur des mondes. Oui, il avait dit « Dieu n'est pas compatible avec les machines, la médecine scientifique et le bonheur universel. » Ensuite, il y a celui qui s'appelait Novalis, artiste, écrivain, géologue, romancier scientifique décédé en 1801. Il avait dit « Les romans sentimentaux correspondent en médecine à des histoires de malades. » Il y a James Bryce. Il avait dit « La médecine est la seule carrière qui travaille sans relâche à détruire la raison de son existence. » C'est vrai, parce que s'il n'y a plus de malades, il n'y aura plus de profession. Oui, mais il y a toujours des êtres humains. Il y a toujours des êtres humains, puis il y a toujours des malades. C'est comme un entrepreneur de pompes funèbres. Ne serait-ce que des accidents où il y a toujours des... Il y a Daniel Conflans, un écrivain. Il avait dit « L'expérience est une médecine qui n'exclut pas les pilules amères. » Jules Renard, artiste et écrivain, décédé en 1910, il avait dit « La médecine n'a de certain que les espoirs trompeurs qu'elle nous donne. » Daniel Pénac, écrivain français contemporain, il avait dit « Quand la médecine manque de clarté, il faut surveiller les médecins. » Bon, je vais m'arrêter ici. Il y en avait encore, mais c'est intéressant, vous pourrez les consulter sur Internet. Oui, c'est intéressant. Donc, les citations célèbres sur la médecine. Merci Pierre Laporte pour ce sujet-là. Merci Ghislain Mallet pour ta participation. Demeurez des nôtres à Folie douce. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez sur le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous de Folie douce. Alors, Ghislain Mallet, on va y aller avec la nomenclature des chansons. On a écouté plusieurs chansons dans l'émission. La première, Notre route. Du groupe Dalton Telegram. On a pu entendre De l'autre côté de l'océan. De Clément Jacques. Dans la deuxième demi, les deux chansons, la première était Karim et le loup. De Karim Ouellette. Et à l'instant, Je m'y attendais pas. De Cléa Vincent. Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical, à toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Ainsi que tes blocs Espresso et Espresso allongé où tu nous as ramené des citations célèbres, et cette fois-ci sur la médecine. Peut-être qu'un jour, on aura nos citations à nous. Oui, des citations célèbres à Folie douce. On devient célèbre. On pourrait peut-être. Ouais. Merci beaucoup pour tout. Je remercie notre invité en début d'émission, Lorraine Palardy, qui nous a parlé des 25 ans des impatients. L'organisme qui a le même âge, en fait, que l'émission radio. Alors, bonne fête aux impatients. On a pu avoir notre invité en début de deuxième demi, Zolt La Violette, qui nous a parlé du P-Rap. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.